bienvenue pour une table ronde en direct sur Facebook sur la thématique comment transformer les stations de sport d'hiver en stations de montagne, en présence de plusieurs intervenantes présents en live ici à Bourg-Saint-Maurice, dans cette magnifique salle, je pense que vous voyez, et en triplex, on ira dans les Pyrénées, on ira dans le Massif central. C'est un événement de l'écologie pour Auvergne-Rhône-Alpes. Moindre enneigement, moindre acceptabilité sociale des sports d'hiver, pression politique. C'est quoi une montagne sans sport d'hiver? Est-ce envisageable? Est-ce souhaitable? Qui y viendrait? De quoi on vivrait? Et surtout, ça c'est le thème qui va nous animer tous, comment s'y préparer de toute façon, à partir de données de scientifiques sur le climat, sur la démographie, sur l'économie, sur la technologie, on extrapolera et on imaginera des futurs possibles. Alors quel avenir pour une montagne 4 saisons, une montagne comme un lieu de vie, pas uniquement comme un lieu de vacances? C'est quoi le grand plan montagne de demain? Comment rendre la montagne aux habitants? Comment associer protection de la montagne et biodiversité? Et puis, quelles mesures et quelles aides une région pourrait mettre en place demain? C'était un événement imaginé avec et par Fabienne Greber, candidate écologiste à la présidence de la région. Et on est ici dans la commune de Bourg-Saint-Maurice en présence de Guillaume Desrues, qui est le maire de Bourg-Saint-Maurice. C'est lui qui nous accueille. Merci, monsieur le maire. On aura en live Franck Picard, champion olympique de ski, Lionel Gué, maire de Superbès, on vous disait qu'on irait dans le Massif central, Grégoire Verrière, chef de file écologiste pour le Puy-de-Dôme, Natacha Muriacol, chef de file écologiste du Cantal, Claude Comet, qui est ici, maire de Parade-Natage, une petite commune dans l'Ain, Freddy Maignan, qui est président de Montagne Wilderness, il est en live, Rémi Forçant, entrepreneur, Jean-Baptiste Bosson, géographe et aussi scientifique de renom, Jean-François Blanco, avocat conseiller régional ENV en Nouvelle-Aquitaine, et notamment il nous parlera des Pyrénées, Claudie Léger, chef de file écologiste de la Savoie, Stéphane Lagarde, ex-adjoint au maire, mais surtout moniteur de ski, et vous verrez, il a développé un vrai concept, Damien Duport, directeur du marketing de la communication à la CLUSA, et Guillaume Gontard, sénateur du président du groupe écologiste au Sénat, et on ira au Sénat. Fabienne, donc tête de liste, la montagne, c'est 67% du territoire, 2 sur 3 stations de ski, la première destination mondiale pour le tourisme d'hiver, et une tribune a été publiée, elle a été publiée le dimanche 17 janvier, signée par de nombreux acteurs de la montagne, des élus, mais pas que, des citoyens, intitulée Pour vivre en harmonie avec la montagne. Alors, à l'heure où l'économie bascule, à cause de la fermeture des stations, des montées mécaniques, cette tribune propose vraiment des pistes de développement sans forcément que le ski alpin. Et parmi les signataires, je ne vais pas tous les citer, ils sont très très nombreux, on peut citer le maire d'Annecy, François Asdorf, celui de Grenoble, Éric Piolle, Franck Picard, et il y a de nombreux signataires ici. Donc c'est un nouveau contrat, ce que tu proposes pour commencer, Fabienne, c'est un nouveau contrat que tu proposes avec les citoyens. Oui, tout à fait. Tout le monde aujourd'hui est dans une logique de relance de la montagne. Ce que je propose, c'est de préparer l'avenir. C'est de préparer l'avenir de nos stations. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une urgence qui est liée à la crise sanitaire, mais au-delà de ça, 80% des stations de ski n'existeront plus en 2050 et nous devons d'ores et déjà préparer l'avenir. Et aujourd'hui, seul 2% du territoire des montagnes est exploité dans des usines à ski. Et ce qu'on constate, c'est que ce sont les stations de moyenne montagne, les stations de village qui s'en sortent le mieux. Et moi-même, annécienne, je constate que je vois des traces de raquettes, de ski de rando dans des endroits où je n'allais jamais, ou en tout cas j'étais seule. Et là, il y a plein de monde. Et c'est aussi enthousiasmant de se dire qu'on découvre un patrimoine naturel extraordinaire que l'on peut faire découvrir aux gens à proximité et qu'il y a beaucoup d'activités à imaginer. Tout est là, je crois, les professionnels nous le disent et il faut impulser, et c'est le rôle que j'entends jouer à la région en juin prochain. Préparer l'avenir. On y reviendra, mais peut-être juste une petite question pour éclairer les internautes. Dans tes premières interventions, tu as proposé un plan climat, si on peut l'appeler climat régional, doté de 3,6 milliards d'euros, c'est pas rien? Oui, c'est la moitié des investissements sur un mandat. Et aujourd'hui, à l'heure où l'argent n'est pas cher, où on peut emprunter facilement à des taux très bas, c'est le moment où il faut investir dans la transition écologique. C'est le moment où il faut investir dans les transports et permettre aussi des mobilités du quotidien. C'est le moment de transformer nos stations de ski en stations de montagne et d'investir pour l'avenir. Je crois qu'on a tout à fait les moyens de le faire.
On va aller dans le Massif central. Lionel Gay, maire de Besse, vous nous entendez là? J'imagine que oui. Donc, vous êtes le président de la Société d'économie mixte de Super-Besse. Vous êtes conseiller départemental du Puy-de-Dôme. Et on ne vous voit pas à l'image, mais je pense que nos internautes vous voient. Et chez vous, alors je ne sais pas si c'est votre premier ou deuxième mandat, mais chez vous, vous développez une politique environnementale forte. Et en cherchant, j'ai appris que vous vouliez la développer de manière positive. Qu'est-ce que ça veut dire développer dans une station une énergie positive, de manière positive? Vous m'entendez? Je n'ai pas compris votre dernière phrase. Est-ce que, je sais que vous développez dans votre commune, dans votre station, une politique environnementale forte et vous la développez de manière positive. Qu'est-ce que ça veut dire de manière positive avec vos citoyens et avec vos habitants? Oui, ben c'est un peu le sujet, c'est-à-dire que nous sommes sur un territoire de moyenne montagne qui subit le changement climatique déjà depuis de nombreuses années et l'aléa neige est une constante pour nous sur les 20 dernières années. Donc, nous avons anticipé d'une certaine manière les problématiques que certains territoires aujourd'hui subissent de manière, on va dire, assez tardive. Donc, l'idée, ça a été de diversifier et de transformer, comme vous l'avez dit, d'une station de ski en station de pleine nature, station de montagne, avec multi-activités. Nous avons à peu près 15% des activités hors neige les activités hors neige représentent 15% de notre chiffre d'affaires alors qu'on est sur des stations qui sont à 7. Donc voilà, tyrolienne, randonnée, la Comcom s'est saisie de toute la pleine nature. Nous avons développé des centres aqualudiques, des parcs aventures, bien sûr une politique randonnée importante, vélo. Et tout ça fait que le tourisme 4 saisons maintenant a tendance à se généraliser, même si nous avons besoin de cette base. De manière complémentaire à cette activité pleine nature, nous sommes en train de développer de la production d'énergie, que ce soit par le photovoltaïque ou des recherches sur le turbinage, pour compenser ce qui reste quand même un passif d'une station de sport d'hiver et surtout pour communiquer et envoyer le message que notre territoire, certes, il a la chance de profiter d'une multi-activité qui est très favorable pour l'accueil de familles comme nous le sommes dans le Massif central et dans le Massif du Sancy, mais également que nous nous tournons demain vers une vitrine de ce que représente la nature et la biodiversité. On est dans le parc des volcans. À côté de nous, il y a le Cantal, le Massif du Sancy, donc a la chance d'avoir le Cantal, le Césalier, la chaîne de Puy, faille de Limagne juste à côté. Donc, on a un espace environnemental énorme. Et donc, l'idée, c'est de dire aux gens qui viennent chez nous pour des activités qui sont des activités ludiques, familiales et sportives, que derrière, nous sommes aussi une vitrine de cette biodiversité et donc quelque chose de très positif par rapport au partage des habitudes, au partage d'une nature et aussi à la préservation, parce qu'il faudra bien réfléchir aussi à ce maillage d'utilisation des espaces naturels qui ne peuvent pas être surfréquentés non plus. Alors, on voit, puisque vous parlez de vitrine environnementale, mais pas que, on voit derrière vous, puisqu'on vous a à l'image, que derrière vous, c'est aussi une vitrine, mais il y a du monde. Les gens sont venus, malgré la fermeture des remontées mécaniques. On a l'impression, enfin, on voit à peine les sourires, on les devine. On voit que les gens sont quand même heureux de venir en montagne sans remontée mécanique. Tout à fait. On a eu sur les vacances de février et les vacances de Noël une fréquentation en station pour tout ce qui était ouvert, hein, parce qu'il y a des centres qui sont fermés, mais pour tout ce qui était ouvert sur la station, on a fait le plein, donc avec des conditions particulières parce qu'il a fait beau. Il faut bien reconnaître que le beau temps joue beaucoup quand même dans l'accueil qu'on peut produire quand il n'y a pas d'activité ski, mais toutes les autres activités ont rendu un séjour extrêmement positif pour les gens. On a de très très bons retours de notre clientèle familiale. Encore une fois, ce sont des stations-villages avec des villages autour des cités médiévales. On a des labels de petites cités de caractère, on a des lacs, enfin bref, on a tout un patrimoine qui va bien au-delà de la seule activité neige. Et c'est le message qu'on veut faire passer aujourd'hui. C'est pour ça que c'est bien. On est très heureux de vous accueillir dans cette visio sur notre territoire parce que d'une certaine manière, le modèle que vous préconisez, c'est quand même un modèle sur lequel nous avons essayé de nous engager depuis des années. Et donc, ça peut marcher, ça marche et c'est véritablement quelque chose qui satisfait l'ensemble de la famille. C'est-à-dire, on n'est pas sur des besoins de niche, on est bien sur des besoins qui sont beaucoup plus collectifs et qui répondent à cette volonté de nature préservée, mais également de multi-activité. Cette prise de conscience, l'accélération, le virus accélère la prise de conscience, vos concitoyens la partagent?
Je pense que ça va être un accélérateur pour cette prise de conscience-là. On a eu, nous, cet été, énormément de monde. Et on a montré qu'en pleine nature, dans le massif du Sancy, mais tout le massif du Cantal à côté, c'était pareil, pas de cas de Covid. Donc, quand même si c'est empirique comme résultat, ça veut dire que la pleine nature préserve et offre une certaine sécurité, tout en offrant le moyen de se vider la tête et de se ressourcer par rapport à un quotidien anxiogène. Donc, on est véritablement en plus bien placé d'un point de vue géographique au cœur de la France, dans ce encore parc des volcans qui est un des plus grands parcs de France, le parc régional des volcans d'Auvergne. Donc on va creuser cette piste de la pleine nature et de l'accessibilité pour tout un chacun, parce que c'est aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que le tout ski était quand même petit à petit dirigé vers, on va dire, des clientèles à fort pouvoir d'achat, et là on revient sur un tourisme qui est le tourisme à portée de tout le monde, et c'est là aussi quelque chose sur lequel on est très sensible, cette nécessité d'offrir ce patrimoine et cette montagne à tout le monde et non pas seulement à quelques privilégiés. Alors, on va rester chez vous. Je ne sais pas si c'est un micro. Natacha, donc, vous êtes chef de file du Cantal pour les élections à venir. Donc, vous travaillez, j'imagine, bien sûr, vous allez me dire que oui, sur un projet écologiste et solidaire. Le Cantal, c'est un pays de montagne aussi. Tout ce que vous dire, monsieur le maire, vous le partagez? Oui, bien sûr, tout à fait. Je plus sois tout ce que vient de dire Lionel. Effectivement, nous, sur le Cantal, on a la station de ski du Lioran, donc, qui est une station de moyenne montagne, qui, depuis des décennies, quand même, les différentes décisions politiques ont axé sur la monoactivité du ski alpin. Et cette année, qui est, comme on l'a dit, vraiment exceptionnelle, on a vu que les gens, ils ne venaient pas chercher que cette activité-là dans nos montagnes et même sur une station de ski. Donc, on voit que c'est vraiment une nécessité de passer sur ce tourisme 4 saisons. Il y a déjà, bien sûr, des acteurs du tourisme dans le Cantal qui ont compris et qui vont vers ce tourisme 4 saisons, qui font de nouvelles propositions. Nous, la carte, bien entendu, qu'on a jouée, c'est celle de l'esthétique, je dirais. Nos paysages, comme ici, sont de très beaux paysages, très diversifiés aussi. Donc, pas seulement sur la station en elle-même, mais bien entendu sur tout le Cantal, qui est quand même un volcan. Donc, il y a de quoi faire en termes de paysages. Ça pose aussi la question de préserver ces paysages, notamment sur la question de la voiture. Il faut qu'on arrive à sortir la voiture de certains de nos espaces. Également, je pense que cette question du tourisme, de l'esthétique, je dirais, que recherche de plus en plus de monde, comme on l'a vu cet été aussi également, avec une fréquentation vraiment importante en termes de tourisme sur le Cantal. Je pense qu'il faut aussi réfléchir ce tourisme, le lier bien sûr à l'agriculture. Nous, sur notre département, c'est deux piliers qu'on ne peut pas penser l'un sans l'autre, parce que l'agriculture, elle façonne non seulement nos paysages, donc il faut réfléchir l'agriculture aussi à travers ce prisme-là, mais également c'est un aspect très important de notre tourisme, parce que c'est notre identité, la paysannerie de montagne, nos terroirs, les produits locaux qu'on peut présenter aux touristes. Et je pense que tous ces aspects-là, mis bout à bout, ça nous montre la voie, je dirais. Il faut qu'on aille vers un tourisme, comme on dit maintenant, le slow tourisme, d'aller sur un tourisme doux. Donc, en repensant notre offre, en suivant les précurseurs qui le font d'ores et déjà dans le Cantal, et en proposant de nouvelles formes de tourisme, donc avec de l'immersion culturelle notamment. Les gens, ils viennent rechercher ça aussi chez nous, parce qu'il y a une identité forte dans les territoires de montagne. Je pense notamment à la culture occitane que les gens peuvent venir rechercher. On a un patrimoine important à plein de niveaux. Donc voilà, je pense qu'on a tous les éléments qui sont là devant nous. Et le rôle des politiques, c'est d'appuyer ces éléments et d'aider les acteurs à aller dans ce sens-là, en ayant, comme le disait Lionel, bien entendu, une phase de transition et d'accompagner cette phase le mieux possible. Alors, merci, parce que vous avez balayé pratiquement tout le spectre 360. Là. Grégoire Verrière, on reste dans le Puy-de-Dôme, puis après on partira ailleurs. Donc, vous êtes le chef de file du Puy-de-Dôme, et toutes ces préoccupations, vous les partagez. Le Puy-de-Dôme, c'est aussi un pays de montagne, M. le maire vient de le dire. On peut travailler ensemble, on peut travailler tous ensemble, on peut travailler dans un territoire qui ait du sens. Oui, exactement.
Et j'ai envie d'insister sur le fait que l'économie de montagne, c'est un tout. Il y a évidemment les professionnels du ski, les saisonniers, toute l'activité autour du sport d'hiver. Mais comme l'a rappelé Natacha, un territoire de montagne, c'est des artisans, c'est des producteurs locaux, c'est tout un écosystème qui vit de ce territoire-là. Et donc l'importance évidemment de maintenir et d'augmenter une activité 4 saisons, c'est permettre à tous ces artisans, à tous ces producteurs, donc chez nous par exemple les producteurs de Saint-Nectaire, de continuer à vivre de leur production, d'en vendre toute l'année, de faire découvrir leur métier. Il y a évidemment la question du pastoralisme et c'est aussi une des compétences de la région. Hein, donc, la région sur la montagne a beaucoup à faire puisque c'est nos producteurs, c'est l'élevage qui nous permettent aussi d'entretenir la montagne, de faire en sorte qu'elle reste ouverte, de faire en sorte que nos paysages soient beaux à regarder et donnent envie à toutes ces personnes de venir les visiter. Et Lionel l'a relevé, mais je pense que l'enjeu, c'est aussi de démocratiser l'accès de la montagne. Lionel l'a très bien rappelé, souvent le ski apparaît comme une activité très élitiste et le fait de diversifier ces activités permet à beaucoup de familles d'y accéder. On a 3 millions d'enfants en France qui ne partent pas en vacances. Donc, c'est autant d'enfants qu'on peut emmener dans nos espaces, dans nos territoires, dans nos montagnes. Il va falloir, à mon avis, profiter de la présence de grandes métropoles sur notre région, comme celle de Clermont-Ferrand, de Saint-Étienne, de Lyon, de Grenoble, pour tisser des liens, pour tisser des partenariats et faire en sorte que les jeunes qui vivent, par exemple, dans les quartiers populaires de ces grandes métropoles puissent plus facilement, par le biais des lycées, par exemple, ou par le biais de centres de vacances, accéder plus facilement à la montagne, venir en profiter. Et quand on est écologiste, on a aussi à cœur quelque part de philosophiquement travailler à retisser des liens entre l'humain et la nature, et permettre à tous ces jeunes et à toutes ces familles de venir dans nos territoires et montrer qu'on préserve ici les écosystèmes tout en permettant la vie humaine, la vie économique. C'est prouver que l'écologie, comme disait Natacha, elle est en lien avec les terroirs, elle est en lien avec l'humain. Bon, merci beaucoup. On retournera dans votre territoire tout à l'heure. Hein. On retournera vous voir. Restez avec nous. Guillaume Gontard, vous êtes sénateur de l'Isère. Je crois que vous nous parlez du Sénat, depuis votre bureau du Sénat, et là, c'est pas du Trièvre, c'est magnifique. Et c'est le moment pour un grand plan de transition. Deux petites questions pour commencer, puisque depuis votre poste d'observation qui est le Sénat, c'est important. Les remontées mécaniques, monsieur le maire a dit, sont toujours fermées. Vous, quelle est votre position sur ce sujet? Et puis, on peut dire quand même, parce qu'on les a entendus, on a des professionnels de station, des élus qui sont responsables, mais on a le sentiment, en décodant un peu leurs propos, qu'ils souffrent peut-être d'un manque de visibilité. Est-ce que vous partagez ce manque de visibilité pour les élus professionnels de la montagne depuis votre poste d'observation qui est le Sénat, M. Gontard? Oui, d'abord, bonjour à tous. Non, mais c'est vrai que la période actuelle et cette période difficile avec le Covid a révélé un certain nombre de choses et que la fermeture des remontées mécaniques a été bien sûr un coup de massue sur l'économie, sur le fonctionnement tel qu'on pouvait le concevoir, mais ça a été aussi un révélateur de comment on pouvait fonctionner justement aussi avec le ski, mais aussi à côté du ski. Et c'est vrai que ça a pu révéler un certain nombre de choses dans beaucoup de territoires auxquels il va falloir s'inspirer pour justement mettre en place cette transition. Et après, sur les choix qui sont faits, je dirais, par le gouvernement actuellement, c'est sûr que globalement, de toute façon, sur cette crise sanitaire, on manque bien sûr de visibilité, c'est-à-dire d'avoir des étapes, d'avoir des perspectives, de savoir où on va. Et ça, on le retrouve, que ce soit pour les restaurateurs, que ce soit pour l'activité du ski. On a interpellé de plusieurs fois notamment Olivier Véran sur ces questions-là. Et je pense que si on regarde d'ailleurs d'autres pays et des pays voisins, qui arrivent justement à donner des perspectives, à essayer de travailler peut-être plus finement aussi avec les élus locaux, avec les acteurs du territoire. Donc ça, c'était peut-être sur je dirais ce que peut révéler la situation actuelle. Mais on peut voir aussi qu'au-delà et que cette situation sanitaire ne doit pas non plus masquer la crise climatique qu'on vit et c'est cette urgence qu'on a devant nous. On ne peut pas continuer à faire comme si rien ne se passait. On ne peut pas continuer dans une politique de l'autruche telle qu'elle peut être menée. Pardon. On a des faits. Hein, si on regarde toutes les études, fin des glaciers au-dessous de 3500 mètres
plus de neige en dessous de 1800 mètres dans des perspectives de fin du siècle. Ça veut dire que c'est pour les générations actuelles pour lesquelles on se bat. C'est pas pour les prochaines générations, c'est maintenant, c'est tout de suite. Donc, il y a cette nécessité d'agir. Et moi, je trouve que derrière tout ça, il y a beaucoup de positifs. Parce qu'à la fois, les montagnards, sont des gens qui sont habitués, qui se sont toujours adaptés et qui sont toujours tournés justement vers cette résilience, cette adaptation et comment on s'adapte en lien justement avec la nature. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a les attentes positives. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut dire que cette crise accélère le processus et que c'est le bon moment pour se poser les bonnes questions et investir massivement sur un grand plan de transformation? Ah bien sûr, je pense que c'est plus que le bon moment. Je veux dire, c'est cette révélation qu'il y a pu avoir avec cette période montre que c'est maintenant, que c'est tout de suite. Je pense qu'il y a aussi l'adhésion de la plupart des Français. Quand on regarde les différents sondages, 60% des Français associent la montagne à la nature et à l'environnement. Je crois que c'est 75% pensent qu'il y a un vrai avenir pour la montagne, 90% pensent que la montagne est un atout pour notre société. Donc c'est maintenant. Et je pense qu'il y a plusieurs aspects sur lesquels on pourrait vraiment mettre en place un vrai plan montagne. D'ailleurs, 25 ans après la loi montagne, je pense qu'il est nécessité de passer à la vitesse supérieure. Je pense que ça passe déjà par une implication des élus dans des solutions durables de développement pour leur territoire et pas que sur le ski, pour se tourner sur d'autres développements. J'ai entendu parler de l'agriculture, j'ai entendu parler d'autres types de tourisme. C'est renforcer aussi la transition vers un tourisme durable, plus doux, ce qui a été dit. Et là, on a déjà eu des perspectives sur cette saison. Et puis, c'est bien sûr accompagner la transition des métiers et des emplois de la montagne. C'est investir dans l'humain. Et ça, je pense que c'est particulièrement important. On sait qu'il va falloir changer notre manière de faire. Et donc, comment, en termes de formation, d'accompagnement, on peut accompagner ces métiers et ces nouveaux métiers aussi auxquels ils font penser. C'est aussi rediriger les investissements dans de construction artificielle telle qu'on peut le voir et hélas telle que la région actuelle est très moteur vers plutôt justement un plan d'aménagement durable. Et ce qu'a dit Fabienne Grébert, c'est que l'argent est là, on a de l'argent, c'est vers quoi on oriente cet argent. On a vu que l'argent venait même facilement et donc les milliards, si on sait où les mettre, cette transition, on peut la faire de manière très, très rapide et très efficace. Et puis, c'est aussi encourager l'ensemble des mobilités et des mobilités durables pour l'accès à la montagne, parce que la question des déplacements elle me paraît particulièrement important. Et des déplacements, parce qu'autour des déplacements, c'est l'accès à la santé, c'est l'accès à la culture, c'est l'accès à tous ces services, et que souvent, on s'est concentré sur les lieux des stations de ski, mais quand la période hors tourisme, on a justement ces problèmes à la fois de services publics, ces problèmes de déplacement, et peut-être se recentrer sur aussi les gens qui habitent les montagnes, les personnes qui font vivre cette montagne. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose d'important. Et puis peut-être pour finir, on sait que la montagne est un bien commun et doit réappartenir à tous. Et je pense qu'il faut qu'on puisse tous remettre la main sur ce bien commun. Et c'est ça peut-être réellement l'enjeu de ces prochaines semaines, de ces prochains mois, parce que je pense que c'est des choses qui peuvent aller rapidement, à condition justement qu'on ait des collectivités qui s'y engagent. Et c'est pour ça que la région est particulièrement importante et que je fais toute confiance à la future équipe régionale pour mettre en œuvre une vraie politique de transition. Et pour terminer en oui, non, vous nous avez parlé des citoyens, mais est-ce qu'il faut aussi accompagner, et j'imagine que oui depuis le Sénat, vous allez nous dire oui, il faut accompagner les collectivités locales dans cette réflexion, dans cette transformation? Bien sûr, mais ça me paraît de toute façon indispensable. Parce qu'on a toujours l'impression qu'il ne se passe rien, mais je veux dire, les collectivités, heureusement, et on a eu de bels exemples avec les témoignages qui viennent de se passer, beaucoup avancent, fonctionnent, se posent des questions. Moi, j'ai rencontré beaucoup de maires qui avaient justement hérité de plans de modernisation de leur station, poussés justement par les investissements de la région et qui se posent beaucoup de questions, qui se disent, mais est-ce que c'est vraiment ça l'avenir? Est-ce que c'est là que je veux mettre l'argent? Si je peux avoir des millions subventionnés à 80%, est-ce que je veux vraiment les mettre pour mettre quelques canons à neige à 1800 mètres d'altitude ou est-ce que je peux plutôt les mettre pour justement rebooster mon économie, faire en sorte que les gens vivent mieux sur mon territoire? Et donc, voilà, toute la question, elle est là. Et bien sûr, les élus locaux sont une pièce maîtresse.
Merci Guillaume, on reviendra avec vous tout à l'heure. On va aller voir, on va aller au CESI, on va aller rencontrer Franck Picard. Franck, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu m'entends? Franck Picard, vous le connaissez tous, champion olympique de Super G. Il est propriétaire, Franck, de plusieurs magasins de matériel de ski au CESI, d'un hôtel, et avec sa famille, c'est un entrepreneur local, un entrepreneur lié au sport d'hiver. Et pourtant, pas presque contre toute attente, mais il a signé la tribune écologique pour vivre en harmonie avec la nature. Et donc, Franck, si tu m'entends, cette tribune… Oui, est-ce que vous m'entendez aussi? Bonjour, elle rejoignait ton combat. C'est un combat, on le connaît, que tu mènes depuis de nombreuses années, plus d'une dizaine d'années, je sais. Et donc, cette tribune tombée à point nommé, tu l'as signée et personne ne t'a crevé les pneus au CESI. Pour l'instant, ça va. Je bataille plus pour vous rejoindre sur ce webinaire que par rapport à la signature de cette tribune. Je dois d'abord vous dire à tous que j'en suis très fier d'avoir mis ma signature au pied de cette tribune parce qu'elle rejoint totalement ce que je pense depuis un certain nombre d'années. Effectivement, le Covid a fait que c'est devenu une nécessité absolue de penser différemment la montagne. Et donc, je me suis vraiment retrouvé dans cette tribune, ce qui explique aujourd'hui que je suis prêt à assumer, même si mes pneus risquent d'en souffrir. Alors, toi, tu es un sportif de très haut niveau et un entrepreneur. Et justement, donc, je sais que tu disais un jour, et ça m'a beaucoup frappé, que comme sportif, comme entrepreneur, quand les obstacles s'accumulent, il faut savoir commencer à penser autrement. Et donc, c'est peut-être le bon moment de penser autrement, là. C'est exactement ça. C'est-à-dire que je suis bien placé pour savoir que la montagne et la montagne française en général, et tous les massifs sont aujourd'hui la plus belle destination qui soit sur le plan mondial pour le ski. Et aujourd'hui, on se doit de réfléchir différemment. Donc, on a passé, disons, 50 ans sur quelque chose qui est extraordinaire et aujourd'hui, on se doit de réfléchir différemment. Et alors, je suis effectivement à la croisée des chemins parce que je vis du ski, j'ai été skieur et je le suis encore. Je suis montagnard, je suis entrepreneur. Bref, beaucoup de choses m'amènent sur ce terrain de la discussion sur la définition des territoires. Ce qui m'a frappé dans votre tribune, c'est que, en fait, l'être humain fait partie de cet espace de vie, et on l'a remarqué depuis tout à l'heure. Il y a bien sûr le ski, il y a l'agricole, il y a le bois, il y a les énergies. Vous le savez, dans le Beaufortain, on dispose de 4 barrages hydroélectriques. Et puis, il y a le tourisme. Et donc, tous ces éléments continueront de vivre ensemble, j'en suis persuadé. Mais aujourd'hui, on se doit d'inverser cette tendance, on se doit de prendre un virage. Et encore une fois, je reviens vers cette tribune qui dit à un moment ce système de résilience, c'est surtout savoir dire stop. Et pour moi, c'est vraiment le point de départ que l'on doit tous prendre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit dire stop aux nouvelles constructions, on doit dire stop. Je ne dis pas qu'on ne fera plus rien par la suite, mais en tout cas, aujourd'hui, on se doit de dire stop. Alors, tu parlais des 50 ans, très important de faire un comeback. Donc, pour toi, clairement, maintenant, on le savait, mais c'est clair, la fin de la surexploitation, on va dire, de la montagne, le temps est venu. Le temps est venu parce qu'aujourd'hui, on parlait tout à l'heure, j'entendais les canons neige, c'est vraiment révélateur pour moi. C'est-à-dire qu'au départ, ces canons neige étaient là pour combler des points bas sur des domaines skiables un peu délicats, c'est-à-dire vraiment mettre une infrastructure pour continuer d'exploiter le domaine skiable. Ça, j'y étais favorable et je le suis encore. Sauf qu'à partir de là, on a commencé à dire pourquoi pas faire 20% de nos domaines skiables, puis 50%, puis pourquoi pas 100%. Et donc, à partir du moment où on commence à imaginer que l'on soit capable de faire la neige sur 100% du domaine en cas d'hiver chaud, on se plante complètement pour moi, c'est-à-dire que là, on est dans des conditions climatiques qui ne permettent plus le manteau neigeux, et donc on va remplacer quoi, pour qui, dans des conditions qui ne sont plus viables, c'est-à-dire que même quand il fait chaud, on ne pourra pas fabriquer cette neige, et donc c'est un pari perdu pour moi. Et pour rassurer tes collègues de la montagne qui en vivent, oui. qui vivent, quand tu parlais de tourisme,
on peut travailler sur une clientèle. Alors, c'est déjà le cas aux saisies, hein, et je pense que l'hiver qui vient de passer, sans remontée mécanique, l'a montré aussi, sur une clientèle nationale, sur une clientèle avec des pratiques sportives plus douces, on va dire, les raquettes, etc., le nordique. Je me suis totalement reconnu dans ce qui a été exposé en Auvergne, au Lioran, etc. Et on est tout à fait dans la même disposition. Alors, la station des saisies est un cran au-dessus en termes de développement pour le ski alpin, bien sûr, mais il n'empêche qu'on a exactement les mêmes constats, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, je ne peux pas vous montrer parce que mon cordon d'ordinateur est un peu court, mais je peux vous assurer qu'à l'extérieur, il y a énormément de personnes qui sont venues et qui continuent de venir parce que la montagne, et c'est vraiment une leçon qui nous est donnée aujourd'hui par notre clientèle, elle apprécie la montagne, elle apprécie ce moment-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois enfin des familles réunies autour d'une bataille de boules de neige, d'une famille réunie autour d'une piste de luge, etc. Des gens qui vont skier pour le plaisir en ski de fond et qui vont vraiment vivre la montagne de manière plus douce. Et alors évidemment, on aura un énorme trou dans notre tiroir caisse et ça va être bien sûr le gros problème, mais n'empêche qu'on nous montre aujourd'hui que la vie en montagne est différemment est possible. Merci beaucoup. Puis sois rassuré, tu ne risques rien. Damien Duport, il est directeur du marketing de la communication à la CLUSA. Pareil, Damien, je ne sais pas si tu nous entends, je pense que oui. Oui, donc on va là. Je rejoins un petit peu. La CLUSA est une collectivité, tu nous entends, est une collectivité qui affiche, malgré tout, malgré les canons à neige, malgré le développement à neige, une politique de changer de modèle touristique, de changer les aspects environnementaux. Vous y êtes, vous êtes à la manœuvre. C'est un peu l'avantage qu'on a vu, enfin l'avantage de ce crise sanitaire, c'est-à-dire ça a accéléré un petit peu ce qui était dans les tiroirs et qui avait du mal un petit peu à se mettre en exercice. C'est-à-dire que maintenant, on a acté, là en ce moment, il y a 70% de taux de fréquentation dans la destination, sans bar, sans restaurant, sans domaine de ski alpin. Donc, et c'est une grande leçon pour vous. C'est une grande leçon, mais déjà, on est passé à la phase suivante en disant le nouveau tourisme pour nous est possible. On sait que les clients vont suivre derrière, on sait que axer toute l'activité commerciale et touristique sur le ski alpin ou tout sur l'hiver, on sait maintenant que c'est du passé. Donc maintenant, on sait que l'ouverture sur un tourisme annuel, sur un tourisme en remettant la montagne au centre du prisme d'attractivité, on sait que ça c'est possible. Voilà, ça on a déjà passé ce stade et ça, bon, bah, voilà, il faut bien trouver un avantage dans la crise sanitaire, ça a accéléré ça, donc maintenant on le sait. La problématique maintenant dans laquelle on est, c'est comment est-ce qu'on passe concrètement à ce nouveau changement de cap, comment on fait pour conjuguer explicitement le tourisme durable et l'activité économique. Parce que maintenant, bah, voilà, on sait qu'on a des infrastructures, les remontées mécaniques en France, ça a déjà été pointé par la Cour des comptes en 2011 et en 2018, c'est des économies très précaires avec des énormes investissements, que ce soit pour les structures, que ce soit pour le personnel qui doit être qualifié, qui bosse en extérieur, qui travaille en extérieur. Et puis de l'autre côté, il faut que pour garder ces structures-là, il faut qu'il y ait beaucoup de rentrées d'argent. Donc ça veut dire beaucoup de ventes de forfaits. Donc pour l'instant, on n'a jamais pensé à la demi-mesure sur les remontées mécaniques. On n'a jamais pensé à se dire tiens, ben voilà, les pylônes, ils coûtent cher, mais ce n'est pas grave parce qu'on vend 200 000, 300 000 forfaits jour par an. Donc, on a des mannes qui font qu'on peut assumer ces frais au niveau structurel. Aujourd'hui, là, demain, si demain on commence à fonctionner à moitié, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que ça se passe? Donc, on voit que le marché va se dessiner en fait en deux parties avec tout le temps pour répondre à l'offre. On aura les stations de haute altitude qui vont pouvoir permettre pendant encore quelques années de pouvoir vendre du ski alpin, et toutes les stations dont la CLUSA font partie, c'est-à-dire que d'ici quelques temps, en dessous de 1800 mètres, ça va être très compliqué de skier. Est-ce qu'on peut, par exemple, proposer du ski alpin en partie? Ça, on ne sait pas pour l'instant si c'est possible et si c'est économiquement viable. On ne sait pas si on peut faire fonctionner les remontées mécaniques un petit peu, et si on peut faire un peu. Donc, il faut passer directement. Là, en ce moment, on est en train de chercher le modèle en disant, ben voilà, on a un tourisme durable, comment on fait? On a une société d'exploitation qui, elle, a des grands frais, doit rentrer du forfait, doit vendre du forfait. On a des habitants, sur 1800 habitants, il doit y en avoir les 2 tiers qui travaillent
pour l'industrie du ski alpin qui sont à l'ESF et qui disent « moi, je veux bien voir autre chose », mais jusqu'à maintenant, il y avait une manne qui venait des forfaits, qui allait à la municipalité, qui allait aux habitants. Demain, comment on accompagne cette transition en disant bah, il n'y aura plus cette manne. D'autres destinations touristiques en France le font déjà. On voit celle sur le littoral, il n'y a pas de forfait. Donc, ils arrivent à en vivre aussi. Mais il faut passer à ce système-là. Et si tu nous entends, oui. Comme des rues, qui est une commune qui a une station, une belle station, une grande station, nous en parlait Fabienne aussi. Cette transformation, tu viens d'en parler avec les socio-professionnels, est-ce qu'on peut la faire ensemble? Est-ce que toi qui diriges le marketing, la communication et tout, est-ce que c'est un constat partagé par les acteurs? Est-ce que c'est difficile de les embarquer eux-mêmes? Les citoyens, tu en as parlé un peu, mais est-ce que c'est difficile de les embarquer dans cette réflexion nouvelle qui est accélérée par la crise? Ah non, tout le monde. Alors là, à la Clusa, en ce moment, il y a des problématiques, en fait, parce que l'adaptation, elle doit se faire, mais elle doit se faire aussi de manière structurelle. C'est-à-dire, est-ce que demain, pour les activités d'été ou pour prolonger, il faut trouver des solutions. Donc, tout le monde est impacté par cette réflexion-là et ça divise un petit peu le village parce que tout le monde n'a pas les mêmes avis, tout le monde n'a pas les mêmes connaissances. Et vu qu'on est en train de défricher un nouveau secteur, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas de solution toute faite. On est en train de créer des solutions. Donc forcément, ça passe par le dialogue, des fois des dialogues un petit peu compliqués entre différents avis. Mais c'est demain, est-ce que, par exemple, on dit on fait une activité touristique à l'année? Oui, ça veut dire est-ce qu'on crée des nouvelles structures pour accompagner ce nouveau tourisme? Si on crée de nouvelles structures, ça veut dire qu'on va aménager le territoire. À partir de quelle limite est-ce qu'on est obligé de l'aménager ou pas? Et si on l'aménage, dans quelle limite? Est-ce qu'on passe comme en Autriche où l'été, les destinations de montagne en Autriche, l'été, c'est très beau, mais c'est un petit peu des parcs d'attraction aussi, où les rivières ont été travaillées pour ne pas se blesser, pour que les enfants puissent mettre les pieds dans l'eau, etc. Donc, à partir de quel moment on accompagne ces transitions? Est-ce qu'on dit que la transition sur une autre activité annuelle, ça veut dire qu'on sanctuarise la montagne ou ça veut dire qu'on l'adapte? Et à ce moment-là, jusqu'à quel niveau on l'adapte? Alors, à la Clusa, on a regardé les chiffres pour préparer cette table ronde. Vous avez vécu un été 2020 extraordinaire, avec du monde. Donc, c'est ce qu'on t'a dit. Le tourisme 4 saisons, vous y réfléchissez déjà. Ce n'est pas simplement un slogan, c'est une réalité ou c'est encore un slogan? Non, c'est une réalité. Après, il faut passer. Voilà, nous, c'était la problématique jusqu'à il y a 2 ans. On se disait, c'est la solution, nous, en tant que marketeurs, en se disant, c'est la solution sur laquelle il faut tendre. Maintenant, on sait qu'il y a une réalité et que les clients sont d'accord avec cette vision du tourisme en disant, la montagne peut se vivre différemment, la montagne peut se vivre en dehors du ski alpin. Ça ne veut pas dire sans le ski alpin, ça veut dire que ce n'est plus la seule activité de découverte du ski alpin. Donc, on sait que c'est une réalité maintenant. Par contre, comment on passe de cette réalité aujourd'hui à celle de demain qui dit que le ski alpin sera beaucoup moins partie prenante de la découverte de la montagne? Pas grave. Ce qui est grave, c'est que la manne économique qu'il amenait depuis 60 ans, on va devoir petit à petit, en économie de montagne, s'en passer. Et ça, c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut une période de transition. On ne peut pas passer du jour au lendemain à une nouvelle économie, mais pas du jour au lendemain. Ça veut dire combien de temps? En 5 ans, en 8 ans, en 10 ans? C'est là où toute la question en ce moment, et tout se pose comme question en ce moment, et Sandra pourra vous en parler en ce moment, il y a des dilemmes à la Clusa pour savoir, pour faire une retenue collinaire, pour justement assurer la transition économique sur une nouvelle activité touristique à l'année, en disant soit on prolonge un petit peu le ski alpin en construisant des nouveaux enneigeurs, soit alors on passe directement, on dit on se fait l'économie de ces quelques années de manne du forfait, et puis on peut payer directement une transition. Et là, pour l'instant, voilà, c'est des discussions ouvertes, c'est des débats qui sont lancés au sein du village. Reste bien avec nous, parce qu'effectivement, Sandra est ici sur le plateau, en présentiel, on va dire, et on lui posera la question. On va aller voir Rémi Forçant. Rémi Forçant, donc je crois que tu nous entends. Rémi Forçant, c'est un entrepreneur, et j'ai un collègue et ami qui avait écrit sur lui en disant « Entrepreneur, philosophe, écologiste, un humaniste pragmatique avec des convictions fortes ». Et je trouve que ça résume assez bien Rémi. Donc Rémi, toi tu dirigeais OSV, créé et dirigé, et donc c'est avec cette fonction-là, avec ce regard-là, pardon, que je voulais t'interroger aujourd'hui, ce monde de l'outdoor, ce monde de
économie des sports d'hiver et pas que, parce que OSB, ça représente, on va dire, toute la filière, tu la connais bien, c'est l'évolution des pratiques sportives, c'est le santé, c'est la santé et le bien-être. Quel regard aujourd'hui, en tant qu'ex-expert ou futur ex-expert, tu portes, Rémi? Bonjour à tout le monde. Merci pour cette belle introduction, Jean-Luc, j'apprécie. Moi, je vais repartir du constat du réchauffement global. On sait aujourd'hui, par les différents rapports du GIEC, qu'on est plutôt sur une courbe de 2 degrés et que tout ce qui se passera jusqu'à 2050, c'est quasiment acté. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le travail qu'on commence à mettre en œuvre, c'est plutôt pour ce qui se passera après 2050, dans l'espoir de laisser la courbe se réguler autour de 2 degrés. Alors, si on se rapproche maintenant des Alpes, du massif alpin, il y a une ancienne étude OCDE que je ressors assez souvent, que j'avais eu l'occasion de présenter dans une conférence en 2006, qui était donc une étude qui a été faite par le professeur Abeck, qui est un climatologue de l'Université de Zurich, qui préfigurait qu'à 2 degrés, quasiment 50% des stations de montagne, des stations de ski, à cette époque-là, on disait, allaient disparaître, faute d'enneigement suffisant et donc d'un modèle économique qui pouvait survivre à ce type de situation. Et là, maintenant, on sait, à l'échelle de Auvergne-Rhône-Alpes, puisque en fait, c'est une étude récente, qu'en 10 ans, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a perdu 30% de jours de neige. Donc, en fait, on est déjà dans une réduction très forte de l'enneigement sur les massifs alpins. Et la pandémie, qui est quand même un drame énorme, préfigure ce que pourrait représenter la situation du manque de neige dans les années à venir. C'est-à-dire, en fait, là, on est comme si on avait une année où il n'y a pas une neige du tout sur les massifs, donc les remontées mécaniques sont fermées. Alors, il faut bien distinguer, évidemment, tout ce qui concerne l'aménagement de la montagne, les remontées mécaniques qui souffrent beaucoup et qui aujourd'hui trouvent des solutions pour pallier à cette souffrance avec des aides financières qui arrivent de l'État et des collectivités en général, des fabricants et des distributeurs de matériel de sport. Et dans cette catégorie, il faut aussi distinguer ceux qui font du vêtement technique a priori pour la montagne, et les équipementiers. Donc dans l'équipementier, moi j'ai été distributeur de marques, je crois avoir travaillé avec Franck dans le passé d'ailleurs, en lui livrant des marques de snowboard en particulier. Il y a 2 catégories aussi. Il y a ceux qui sont dépendants et ultra dépendants du ski alpin. Ceux-là sont dans une grande souffrance. Et puis, il y a ceux qui sont dans d'autres domaines, le ski nordique, le ski de randonnée, la raquette à neige, qui, eux, ont fait une excellente saison. Ils sont sold out, comme on dit dans la profession. Et je ne vous parle même pas du vélo, du running. Le running, ils sont à plus 90% de ventes tous les mois. En plus, le vélo, il a augmenté de 100%. Enfin, il y a vraiment des secteurs d'activité qui, aujourd'hui, bénéficient du changement climatique et qui ont su s'adapter. C'est cette adaptation aujourd'hui qui est vraiment à corréler avec ce qui se passe. Et évidemment, on ne peut pas oublier la souffrance de ces fabricants et de ces distributeurs, de ces magasins qui vivent exclusivement du modèle de ski alpin. Mais on peut quand même déjà se féliciter que certains aient réussi à prendre le tournant. Et tu l'évoquais, moi, en lançant l'organisation Outdoor Sports Valley, j'avais à l'époque une dizaine de chefs d'entreprise à mes côtés, dont Jean-Luc Diard, qui était le président de Salomon. Et en fait, il avait déjà, lui, préfiguré ce que pouvait être le tournant du ski il y a bien longtemps de cela, plus de 10 ans. Et aujourd'hui, c'est assez marrant parce que quand on demande aux jeunes sportifs ce qu'ils pensent de la marque Salomon, pour eux, c'est un peu le syndrome Yannick Noah, quoi. Pour eux, Salomon, c'est une marque de running, c'est pas une marque de ski. Et je dis Yannick Noah parce que pour les jeunes, Yannick Noah, c'est plus un chanteur qu'un tennisman. Et donc, en fait, je pense que c'est très important aujourd'hui, surtout d'encourager cette transition. C'est d'ailleurs, et tu le sais, Jean-Luc, un projet que j'aimerais bien pouvoir mener et développer, l'accompagnement à la transition environnementale, ce qui me permet de conclure sur le fait que, pour moi, aujourd'hui, opposer écologie et économie est un non-sens. Je pense qu'une économie, n'importe quelle économie ne peut plus s'envisager sans, évidemment, un aspect écologique très fort. Et que l'écologie, sans tenir compte de l'économie, n'a aucun sens. Enfin, on va vers le chaos, quoi. Donc, je pense que clairement, aujourd'hui, sortir l'écologie du silo politique dans lequel il était pour l'emmener sur une transversalité qui permette de réunir tout le monde, et l'économie, et les écologistes, et les différents acteurs du territoire,
a pour moi tout son sens et d'entamer cette transition dans les territoires de montagne pour donner aux stations de montagne un nouvel essor. Et comme le disaient Franck et Damien aussi, je pense est une priorité qui est déjà très engagée dans certains domaines. Alors, Franck, on avait eu l'occasion de travailler ensemble, effectivement, j'ai été distributeur de plusieurs marques de sport. Et à l'époque, je me rappelle qu'on avait déjà eu, avec beaucoup de distributeurs, avec beaucoup de détaillants, ce constat sur l'évolution des pratiques. Et en fait, c'est aussi très intéressant de constater qu'à l'époque, il y a 10 ans en arrière, le ski était mainstream et qu'aujourd'hui, il ne l'est plus. C'est un peu comme le snowboard pendant une période où le snowboard a été extrêmement mainstream et aujourd'hui, on pourrait presque parler de sport en disparition, de niche. Voilà. Et demain, ça ne m'étonnerait pas que le ski devienne un sport de niche. Et effectivement, comme Damien l'évoquait, qu'on trouve la pratique du ski alpin dans des domaines d'altitude riches, très enneigés, etc., ou sur des grands barnums du ski où les gens viennent du monde entier pour pratiquer quelques jours de ski, ça paraît être ce qui va probablement se produire à terme. En revanche, les stations de montagne, et on le voit aujourd'hui, ont de belles perspectives. Et c'est surtout avec les habitants, parce qu'en fait, le tourisme est en train d'évoluer et on voit quand même que les habitants au pied des massifs ont réinvesti leur montagne. Parce que je pense qu'au Césies, en particulier, ça devait être pas mal des gens des vallées qui étaient venus passer et prendre l'air et redécouvrir des espaces qu'ils avaient perdus. Le confinement nous a au moins donné cet avantage. C'est ça. En fait, vraiment, la clientèle de proximité est revenue avec grand plaisir profiter de la montagne. C'est très juste, en fait, aujourd'hui. Effectivement, alors, c'est un constat très, très rapide et peut-être un peu sommaire, mais aujourd'hui, on se passe du ski alpin et la clientèle qui est venue en second lieu sur la montagne, parce que la première vague, elle a disparu, hein, ceux qui étaient venus simplement pour le ski alpin, eux se sont très vite désistés cette année et ils ont été remplacés par ces clientèles qui aujourd'hui apprécient d'aller au ski de fond, d'aller faire autre chose. Alors, je ne sais pas dans quelle proportion ces personnes reviendront à la montagne et surtout vers quel sport elles se porteront. Je sais qu'il y en a, au bout de quelques heures de pratique de ski de fond, ont immédiatement rendu le matériel. Et puis, il y a quand même, malgré tout, au moins 20% de ces personnes qui reviendront soit vers le ski de randonnée, soit vers le ski de fond, sans pour autant retourner un jour vers le ski alpin. Vraiment, on a fait naître des passions cet hiver, c'est assez fort et c'est surtout une très, très belle leçon pour nous et ça nous permet d'envisager l'avenir avec pas mal d'enthousiasme parce que proposer justement et j'entendais tout à l'heure ce que tu disais ou ce qu'on disait à la Clusa, c'est de proposer du ski alpin à la carte et de manière plus restrictive. Je pense que ça gêne personne et c'est au contraire ce que les gens attendent un petit peu. Ils ont retrouvé aujourd'hui en montagne du calme et de la sérénité, ce qui était complètement perdu depuis pas mal de décennies. Alors, si vous en êtes d'accord, pendant qu'on retrouve nos amis, moi je voulais juste rajouter un mot pour corroborer un petit peu tout ce qui a été dit. C'est important dans cette perspective de transition et de faire évoluer nos stations, de continuer quand même à se donner les moyens de cette transition. Je crois que Franck l'a dit et d'autres l'ont dit. On ne passe pas d'un système à un autre en claquant des doigts, même si on a engagé des choses au fil du temps. Et quand Franck dit on a besoin d'installations, y compris dans la production de neige, sur certains secteurs, pour sécuriser une partie enfant, une partie famille, une partie minimum, qui nous permet de dire quand même on a un point d'attractivité qui est lié au ski et on a tout le reste de l'activité qu'on va pouvoir développer et qu'on développe, c'est quelque chose qui est aussi indispensable. C'est-à-dire qu'en gros, travailler aussi pour que l'image de cette liste de gauche et des écologistes, elle ne soit pas une liste épouvantail, un repoussoir qui fasse peur aux gens qui vivent sur les territoires. On a souvent l'impression d'être caricaturé quand on parle d'écologie et d'être contre l'humain ou contre les gens qui vivent sur ces territoires. Donc, c'est indispensable qu'on puisse faire passer ces messages-là. Merci. Je voudrais juste conclure avec toi, Rémi, avec une question, parce que tu nous as dit qu'on avait bien commencé, mais peut-être qu'on va mal finir. La question, c'est la suivante. Est-ce que tu penses quand même que, d'abord, il ne faut pas opposer économie et écologie, c'est le premier point. Je sais que c'est ton propos, tu l'avais dit dans le dernier webinaire. Et le deuxième, la question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu penses, dans ton fort intérieur, que le monde économique, le salut viendra aussi du monde économique?
Indubitablement, je veux dire, je le précisais, peut-être qu'on a été coupé avant ma dernière phrase, c'est que une économie sans écologie n'a vraiment pas comment dire, est inenvisageable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'on est rentré dans une dynamique qui fait que tout le monde, plus ou moins à son niveau, a pris conscience de son impact et de son impact économique, en particulier au sein du monde économique. Mais je pense que l'écologie, sans tenir compte des besoins de l'économie, n'aura aussi aucune valeur. C'est-à-dire qu'en fait, ça restera un regroupement limité de personnes qui ont des visions, mais qui sont peut-être pas crédibles pour le reste de la population. Donc, je pense que l'intérêt aujourd'hui, c'est évidemment de créer une transversalité entre ces deux mondes, que ça ne soit plus deux mondes d'ailleurs, parce qu'en fait, moi je reste toujours surpris que l'écologie soit un mouvement politique. C'est un non-sens. Pour moi, l'écologie, c'est un bien commun aussi, et ça doit être transversal à l'ensemble de la vie économique notamment, mais pas que. Et je pense que l'accompagnement, on voit aujourd'hui la facilité à avoir de l'aide au niveau de l'Europe, au niveau de la nation. L'accompagnement à la transition, c'est quelque chose, voilà, il faut arrêter de mettre des pansements sur des jambes de bois, il faut accompagner de façon durable la transformation de notre modèle de société et la transformation de notre économie pour justement, comme je disais en préambule, essayer d'éviter que la courbe à 2 degrés passe à 3 degrés ou même à 4 degrés, tel que certains peuvent l'annoncer pour 2100. Merci. Alors, on va aller dans les Pyrénées, puisqu'on a dit qu'on était dans tous les massifs montagneux. On va dans les Pyrénées avec Jean-François Bianco. Jean-François vit à Pau, il est avocat depuis 1980, ancien bâtonnier, spécialisé en droit social, en droit pénal. Il est engagé dans la défense des droits fondamentaux, des droits sociaux et surtout de l'environnement. Jean-François, j'imagine que vous nous entendez. Oui, très bien. Alors, puisqu'on est tout massif, les Pyrénées, selon vous, vous qui êtes avocat et élu, ne sont pas au rendez-vous de cette transition climatique non plus? Avant tout, je veux vous remercier pour votre invitation et vous dire tout le profit que je retire de cette rencontre, parce que les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont de nature identique, même si leur intensité est différente. Et également, si vous le permettez, je veux dire à Franck Picard toute mon admiration, parce que c'est un grand sportif que j'ai beaucoup admiré au moment où il a conquis son titre olympique. Et je veux dire aussi que ce qu'il a dit tout à l'heure m'a vraiment touché. Il a parlé de la nécessité absolue de penser différemment la montagne. Et c'est bien de cela dont il s'agit aujourd'hui. Alors, pour les Pyrénées, ce que je veux vous dire, c'est que d'ores et déjà, nous avons payé un lourd tribut au réchauffement climatique dans nos montagnes, puisque dans mes responsabilités, il se trouve que j'appartiens au bureau du Parc national des Pyrénées. Et vous le savez bien, mais nous sommes confrontés à la perte de nos glaciers. 85% de la surface de nos glaciers a disparu dans les 100 dernières années et nous vivons la mort de nos glaciers. Et c'est un véritable deuil parce que ce n'est pas simplement la disparition physique et les conséquences qu'elle a pour le réchauffement climatique, parce que cela participe à l'effet d'entraînement négatif, à la spirale négative du réchauffement, mais c'est aussi une perte pour notre imaginaire montagnard. Je peux vous dire que c'est un bouleversement, et c'est un bouleversement pour les pyrénéistes, pour les montagnards. L'autre atteinte très forte, c'est l'atteinte aux forêts, avec l'élévation des espèces, vous connaissez ce phénomène, et puis la perte de biodiversité, et puis bien sûr la raréfaction du manteau neigeux qui nous frappe de manière très très forte parce que notre altitude est bien sûr plus faible que celle des Alpes, donc nous sommes confrontés aujourd'hui à la disparition de stations de ski alpin.
c'était le tableau avant la crise sanitaire. La crise sanitaire, elle a accéléré et amplifié ces phénomènes, comme beaucoup d'intervenants l'ont souligné à juste titre. Mais d'un autre côté, et en cela, je crois que l'on peut parler d'un espoir qui renaît et d'une accélération, mais dans le bon sens. La crise sanitaire a amplifié le besoin de nature et le besoin de montagne. Pour nos concitoyens et nos concitoyennes, au-delà des habitants de la montagne est un refuge, est vécue comme un refuge. Et nous l'avons vu ces derniers mois, déjà durant l'été, maintenant durant la saison hivernale. Et elle sera, je pense, de plus en plus perçue comme un refuge, ce qui signifie que d'une part, il faut la préserver, veiller à sa préservation. Je pense ici à la biodiversité. Ne pas sombrer non plus dans la naïveté, parce que les constats que nous partageons en ce moment, malheureusement, ils ne sont pas partagés par tous les acteurs de la montagne. Et il y a encore des discours et des choix anachroniques pour des agrandissements de stations ou pour des constructions immobilières qui sont complètement dépassées, mais qui continuent à être présentées comme des perspectives. Mais cette montagne refuge, nous devons nous préparer aussi à ce qu'elle accélère et qu'elle pérennise l'affluence que nous avons vécue ces derniers mois. Et je pense donc qu'il faut réfléchir à la gestion de cette affluence, pas simplement pour les activités de loisirs, mais aussi pour des installations qui seront des installations pérennes de nouveaux habitants dans les zones de montagne qui sont à la recherche de ce que nos massifs peuvent apporter. Je pense qu'il y a là une force qu'il faut savoir utiliser, que cela suppose que nous favorisions une économie locale, résiliente, pérenne, ce qui est parfaitement possible avec la transformation de l'économie touristique. Que nous préservions également, c'est un sujet très important dans les Pyrénées, le pastoralisme et sa compatibilité avec la biodiversité, c'est parfaitement possible. Et au final, je retiens ce qu'a dit tout à l'heure l'un des intervenants, c'est cette compatibilité fondamentale entre l'écologie et l'économie. La crise sanitaire nous apprend qu'il ne s'agit pas de concepts opposés qui seraient contradictoires, mais au contraire de concepts qu'il faut réconcilier pour parvenir au bien-être. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour contribuer à la discussion. Depuis les Pyrénées, Jean-François, vous aviez fait, je me rappelle de votre mandat, un combat pour la réintroduction de l'ours. On sait, ça a beaucoup alimenté tous les sujets, j'imagine, chez vous. Vous parlez de l'effondrement de la biodiversité. Moi, je voulais vous parler du sauvage. Est-ce que cette notion de retour du sauvage, c'est un marqueur fort qu'il va falloir préserver de toute façon? Oui, bien sûr. Alors, nous avons vécu cette problématique de l'ours, parce que l'ours dans les Pyrénées était véritablement en très grand danger, avec des effectifs qui s'étaient effondrés depuis le milieu des années 80. Il y avait une nécessité pour sauvegarder l'espèce de réintroduire. Ça a été un grand débat dans les Pyrénées. Cette réintroduction, elle s'est faite au mois d'octobre 2018. C'était une des priorités de mon mandat, avec l'arrivée de 2 ours, de 2 femelles. Et les crispations qui sont survenues à ce moment-là sont aujourd'hui, je crois, dépassées. Je pense qu'il y a une évolution dans les positions, dans la façon d'appréhender ces sujets, et que l'on arrive à la double conviction que la préservation de la biodiversité, ici je parle de l'ours, est une impérieuse nécessité pour nous, pour les humains, mais aussi qu'elle n'est absolument pas incompatible avec l'activité économique, avec le pastoralisme.
Et j'ai l'habitude de dire que quand il y avait un très grand nombre d'ours dans les Pyrénées, il y avait aussi beaucoup de bergers, parce que ce n'est pas antinomique. La présence des bergers et de l'ours, en fait, dans l'histoire des Pyrénées, est une constante. Et quand les bergers disparaissent, les ours disparaissent aussi, parce que pour qu'ils puissent être dans nos montagnes et que le pastoralisme puisse exister dans nos montagnes, eh bien, il faut des bergers qui surveillent les troupeaux, tout simplement. Merci. Alors, on va faire un tour maintenant en présentiel. On revient à Bourg-Saint-Maurice sur notre plateau. J'ai une question et tu vas répondre en 10 secondes. Est-ce qu'une montagne à échelle, c'est possible? Oui, en fait, une montagne à échelle humaine, c'est évidemment possible. Moi, ce que je veux en dire, il y a 2-3 points. C'est que la montagne, que tu sois à Paris, que tu sois n'importe où, ça fait briller les yeux de tout le monde. Pour projet de vie, parce qu'il faut penser à des projets de vie, y compris aux jeunes, et pour y venir la déguster, la savourer, la connaître et la toucher. Même avec tous les sens, parce que c'est la nature, c'est ce besoin de nature. Moi, ce qui m'enchante ce matin, c'est que j'ai été vice-présidente de la région de 2010 à 2015. J'ai monté une politique montagne 2040 pour pousser à cette réflexion vers la diversification. Moi, j'entends un maire qui est élu par des citoyens qui poussent pour avoir une autre appréhension de leur univers, de leur vie quotidienne, de leur avenir. J'entends des acteurs comme Lionel Forçant, comme le monsieur de La Clusaz, Damien, comme le maire de Superbès, qui disent tous la transition, on y est prêt. Que doit faire la région maintenant? Parce que la question de ce matin, c'est, elle fait quoi la région dans tout ça? Elle se place comment? Eh bien, d'abord, évidemment qu'il faut qu'elle aide à la transition. Évidemment qu'on ne passera pas d'un modèle à un autre en claquant des doigts. Mais on doit être à l'écoute absolue de ces transformations. On doit entendre que la montagne de demain, elle sera touristique, mais pas que, qu'elle devra s'appuyer sur tous ses atouts, qui sont ces atouts traditionnels, que ce soit le pastoralisme, l'agriculture de montagne, les vins de montagne, tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est aussi l'énergie, mais c'est aussi des nouveaux métiers. Quand il y a Franck Picard qui dit « la transformation, elle est prête et il faut qu'on y aille », quand il y a Rémi Forçant qui a créé Outdoor Sports Valley, c'est bien les équipementiers des sports et activités de pleine nature qui disent « on y va ». On doit changer les choses, eh bien, on a tout pour réussir demain. Donc, la montagne de demain, si la région doit se positionner, c'est de dire « j'accompagne cette transition ». Je l'accompagne dans les faits, évidemment dans les budgets, c'est-à-dire que je fais des choix et j'accompagne la diversification, mais je l'accompagne aussi dans la dentelle et dans le faire ensemble. Parce que la loi montagne qu'évoquait tout à l'heure M. Gontard, sénateur, la loi montagne, elle a donné le droit à l'expérimentation. Chaque territoire doit trouver sa solution, ses solutions pour demain, pour cette transition. Il est évident que le cas du Vercors, qui est juste au-dessus de Grenoble, n'est pas celui du fin fond de la Tarentaise, n'est pas celui de Superbès. Chacun doit trouver sa solution. Mais les solutions aussi, elles existent. Le monde scientifique est là. Il a déjà beaucoup travaillé la montagne. On l'a pensé, on la pense depuis des décennies. Les associations sont là. Tout à l'heure, il y aura Freddy qui va parler, mais il y a aussi la CIPRA, la Commission internationale pour la protection des Alpes. Il y a beaucoup d'associations qui pensent l'avenir, qui pensent le développement durable. Il y a les acteurs qu'on a vus dans Sports Valley, des sports et activités de pleine montagne, la nature, tout simplement. Le besoin de wilderness dont tu parlais tout à l'heure, voilà autant de pistes pour évidemment développer un tourisme autre, apporter du sens, de l'émerveillement de la nature à ceux qui viennent en montagne et apporter des projets de vie. Et pourquoi il faut choisir des gens qui sont écologistes pour faire ça? C'est parce qu'on n'a jamais... c'est sûr que ce n'est pas les fabricants de diligences qui ont inventé la voiture, c'est sûr que ce n'est pas ceux qui sont dans le sens de la plus grande pente et du mainstream
qui inventeront des solutions nouvelles pour demain. C'est ça le sujet. Le sujet, c'est de faire la transition. La région, elle doit être stratège, elle doit préparer demain en étant lucide sur tout ce qui nous tombe sur la figure, mais en accompagnant aujourd'hui pour pas qu'il y ait des gens qui tombent du train en marche, en quelque sorte, en tout cas qu'il n'y ait pas de casse, parce que déjà la crise, elle en fait, la casse. Donc la région, elle doit accompagner, mais elle doit orienter fermement vers cette transition. Merci Claude. Donne le micro à Jean-Baptiste Bosson. Jean-Baptiste Bosson, c'est un glaciologue. Il travaille entre autres avec l'IUCIN, c'est un glaciologue franco-genevois, travaille dans un conservatoire en Haute-Savoie. Et toi, tu observes l'état d'évolution des glaciers depuis trop longtemps. Ils sont classés au patrimoine mondial de l'humanité. Et je t'avais plusieurs reprises, mais la question que je voulais te poser, 5 secondes pour répondre, c'est important de se poser cette question sur l'état d'évolution des glaciers et en quoi c'est important, en quoi c'est grave qu'un glacier fonde. Je pense que tout à l'heure, il y a eu le témoignage dans les Pyrénées qui était intéressant sur aussi le côté symbolique et l'imaginaire. Mais les glaciers, ce n'est pas que des jolis points blancs dans le paysage, c'est surtout une ressource en eau qui est fondamentale, qui est héritée du passé de la Terre et qui a permis aux hommes de vivre convenablement sur Terre depuis des milliers d'années. Et en fait, les glaciers, ils participent au contrôle du niveau marin, du climat global et des régimes hydrologiques sur les continents. Si on enlève les glaciers, si on les fait disparaître comme on est en train de les faire disparaître, c'est les conditions de vie telles que l'Homo sapiens a connues pendant tout son développement sur Terre qui changent. C'est ça qui joue maintenant. Et je pense que ce qui est important de rappeler, c'est qu'il n'est pas trop tard pour agir. Les scientifiques comme moi, on montre par nos études, par les modélisations, qu'en fait, l'homme, il a vraiment une période de réactivité qui est très courte, mais qui est quand même possible, et on peut sauver une immense partie des glaciers sur Terre. La période de réactivité possible avant de déclencher des seuils irréversibles, elle est très courte, mais elle est possible, et en fait, c'est pour ça que, moi, en tant que scientifique, j'essaye de prendre part au débat public pour montrer avec les données les enjeux, mais montrer aussi que les choix, ils peuvent être très positifs et porteurs d'opportunités. On n'est pas là que pour alarmer, que pour effrayer. On est aussi là pour accompagner vers le positif. Juste tout ce que j'entends, le retour avec le Covid, le retour des sportifs ou des gens dans la nature et l'amour de la montagne, allons-y à fond, mais n'oublions pas aussi qu'il faut protéger la nature et que tout à l'heure, j'entendais, tu parlais du sauvage, il n'y a plus que 23% de la surface de la planète où l'homme il n'a pas profondément modifié la surface terrestre. Protégeons ces 23% et n'y allons pas non plus aveuglément en continuant à détruire ou en étant irresponsable dans notre rapport à la nature. La protéger aussi, des fois, c'est canaliser les flux et gérer les externalités négatives, je crois. Juste le 1 depuis 1900 sur Terre, c'est 1 degré global de réchauffement. 1 degré global, c'est moins 80% du volume des glaciers alpins. Juste pour vous donner l'hypersensibilité de notre territoire et des objets de nos territoires qui nous ont permis de vivre. Hein. Donc, sauvons ce qu'on peut sauver, on peut encore sauver énormément. Et ça passe par de l'action maintenant à très grande échelle, mais qui commence aussi par le local. Alors, on va retourner, là j'espère qu'on a toujours le bruit des oiseaux, et je voulais terminer avec toi, Freddy Maignan. Les enjeux de cette montagne, tu les connais bien, très très bien. Elle pourrait ressembler à autre chose que la ruée vers les sports d'hiver, c'est ce que tu nous avais dit. Oh là là. Non, on va essayer de faire très court. D'abord, oui, il y a les oiseaux, il n'y a pas que. Je suis aussi ancien gardien de refuge et restaurateur, et là, je suis fermé depuis 7 mois. Et donc, là, je suis juste devant mon restaurant où il y a. Voilà. Donc, je vois l'effet de la crise actuelle. Ce que je voudrais juste dire, c'est que je pense que ce qui se passe actuellement est à la fois grave et passionnant. Passionnant, les deux, hein, grave parce que des fois c'est rude, mais passionnant parce que je trouve qu'il y a plus qu'avant des gens qui sortent de leur cadre de pensée, de leur cadre d'action dans lequel plus ou moins on était tous. Et je crois qu'il y a une des clés, alors que ce soit avec les élections régionales, mais que ce soit avec le plan montagne et que ce soit à plus long terme, une des clés, c'est vraiment qu'on arrive à faire avec tous les acteurs de la montagne maintenant. Parce que c'est plus simplement d'avoir une bonne idée, le problème. Le problème, c'est comment on s'en sort ensemble. Parce qu'on s'en sortira ensemble ou on s'en sortira pas, je pense. Et donc, la question, par exemple, si on prend juste un exemple pour illustrer, hein, parce que le plan de relance, le plan montagne dont on parle, moi, s'il y a quelque chose d'évident, c'est qu'il faut aller assez vite, voire en urgence sur la dimension sociale, j'y reviendrai pas, ça semble évident, ceux qui sont un peu qui sont touchés, qui sont dans la galère. Sur l'autre dimension, le devenir, il faut aller vite,
Mais il ne faut pas se précipiter, parce que si on se précipite, on va faire ce qu'on sait déjà faire et ce qu'on a toujours fait, qui a certes apporté des choses dans ces dernières décennies, ça a été dit. Mais maintenant, je vais prendre qu'un exemple pour être très concret. Si on engageait maintenant d'un investissement, par exemple, dans un bassin de rétention pour les canons à neige. Je ne sais pas que je suis pour qu'on n'en fasse pas du tout, mais il s'agit de ne pas tout mettre les œufs dans le même panier. Si, dans un territoire donné, on met 10 ou 20 millions qui sont, avec le plan de relance, à investir dans quelque chose. OK, pourquoi pas un bassin de rétention. Mais mettons tout dans la balance. Parce qu'à la place d'un bassin de rétention, ou en complément, mais ça nécessite d'y réfléchir, est-ce qu'il ne faudrait pas investir véritablement dans nos massifs, par exemple, pour faire en sorte que les jeunes qui veulent développer une activité permanente à l'année, moi je parle des 4 A souvent, hein, les jeunes artisans, les jeunes agriculteurs, les jeunes artistes et les jeunes acteurs de la montagne, passionnés de la montagne. Quand je vois, moi j'habite dans la région grenobloise, mais accéder à l'immobilier ici, mais c'est juste pas possible quand tu n'as pas de pognon, quoi. Or, pour une part, de permettre à des jeunes qui ont des passions liées à la montagne, liées à la vie des territoires, permettre en ayant, pourquoi pas, par exemple, je ne sais pas comment on peut l'appeler, que ce soit une pépinière d'artistes, d'artisans, que ce soit un tiers-lieu, que ce soit un village, voilà, d'investir autrement dans la vie de nos territoires, qui valorise à l'année une vie riche, chouette, où on développe un peu nos passions et nos savoir-faire. Là, je pense que, d'une part, pour la vie des territoires eux-mêmes, en termes d'emploi, mais d'autre part, en termes d'attractivité du territoire dans toute sa richesse, que la réduire à la monoactivité. Or, la fragilité évidente du système qui pète à la gueule maintenant, il y a quelque part or la fragilité, je veux dire, c'est qu'on passe à côté de la vraie richesse et pour moi qui est assez fondamentale, c'est que, je l'avais dit je crois la dernière fois, mais quand on a 80% des Européens qui sont citadins dans un milieu artificialisé à temps plein, de pouvoir renouer avec la nature, est-ce que ce n'est pas une des richesses principales que la montagne peut amener au genre humain? Et donc, de ce point de vue-là, investir dans les savoir-faire humains, permettre à tous ceux qui ont des passions de les vivre, mais dans tous les milieux, parce que même chez les moniteurs de ski, il y a ceux qui vont rester moniteurs de ski, heureusement pour eux, mais il y a ceux qui vont être obligés de se reconvertir. Et les moniteurs de ski, ils ont tous bac plus 3 ou bac plus 4 en moyenne. Il y a aussi d'autres passions, d'autres moyens. Il n'y a pas vraiment, il faut qu'on sorte de la monoactivité. Et je crois que dans la période, la montagne pourrait jouer un rôle important à l'échelle de notre pays ou de l'Europe sur la transition, parce que je pense qu'on en a les ressources naturelles et les ressources humaines. D'abord, mille merci à vous toutes et tous. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment-là et que vous nous ayez donné tout ce temps. Et merci à Guillaume Desrues pour son accueil formidable aujourd'hui à Bourg-Saint-Maurice. Je retiens, je vais essayer de faire vite en conclusion, je retiens 4 messages de nos échanges. Je crois qu'il n'y aura pas de transition écologique sans transition démocratique. Parce qu'aujourd'hui, on est face à un tel défi qui nécessite non seulement de concerter, mais de prendre des décisions ensemble. Et je crois qu'on doit être une région qui relie les humains et qui nous permette de passer d'une logique de bâtisseur à une logique de sobriété, d'une économie qui va être intense en matière à une économie qui va être intense en emploi, d'une politique d'aménagement à une politique de ménagement. Alors, tout ça peut nous bouleverser, mais tout ça a un intérêt aussi, cette démarche de sobriété, c'est qu'elle va nous permettre d'avoir un tourisme qui coûte moins cher, qui accueille le plus grand nombre. Et ça, c'est une opportunité qui nous est offerte aussi ici. Et c'est aussi l'occasion de redécouvrir la beauté du monde, de ralentir pour profiter de cette beauté du monde. Et ce qu'on va essayer de faire cet après-midi avec Guillaume dans les montagnes autour de Bourg-Saint-Maurice. Merci beaucoup. Bon, merci à tous. Merci à ceux qui étaient dans les différents massifs, aux Pyrénées, Massif central, l'Isère, monsieur le sénateur de son bureau du Sénat. Merci à vous tous, les internautes. Merci infiniment, monsieur le maire. Merci à vous. Bonne journée.